Amis auditeurs, amis auditrices, bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, je suis accompagné de mon acolyte et ami et compère Gauthier. Oui, bonsoir à tous les auditeurs de Fréquence Histoire, à toutes les auditrices. Bonsoir à toi, Franck. En premier lieu, nous tenons à vous remercier de votre fidélité, des messages de soutien et d'encouragement que vous nous adressez régulièrement. Et pour l'opus de ce soir, nous allons vous livrer un regard assez étonnant, voire original, sur une figure étrangère, à savoir Metternich. Oui, le chancelier d'Autriche, l'homme qui gouverna l'Empire d'Autriche pendant une quarantaine d'années au cœur du siècle des révolutions. Pourtant, lui, bien sûr, n'était pas un révolutionnaire. Metternich, c'est l'homme qui voulut rétablir en Europe une restauration monarchique. C'est l'homme qui combattit le principe des nationalités qui à l'époque commençait à émerger un peu partout, en Bohême-Moravie, en Slovénie, en Italie, on le verra. C'est aussi l'homme d'un espace en définition, en construction, en statogénèse à l'époque, c'est-à-dire un État qui se construit. Vous savez qu'il y avait ce Saint-Empire romain germanique qui remontait au Moyen-Âge et qui s'est effondré, enfin plutôt qui s'est effacé en 1806 après la victoire temporaire de Napoléon Ier. Et de cet espace est issu notamment l'Empire d'Autriche dont Metternich est le chancelier, et on le verra, une mosaïque d'États, pas la mosaïque d'États du Saint-Empire qui étaient les 350 États, mais tout de même des États en lutte pour le pouvoir dans cet espace de l'Europe centrale. Metternich sera l'acteur de cette période. Il mourra quelques années avant l'un des grands événements de cette époque, Franck, qui est l'unification allemande en 1871 sur les ruines du Second Empire français. Excellent Gauthier comme propos. On peut préciser la chose suivante, c'est que Metternich, au cours de sa très longue vie, a connu trois formes différentes de l'Europe. On peut dire que de son enfance à sa jeunesse, il a connu l'Europe des Lumières, celle du XVIIIe siècle, des encyclopédistes et des philosophes. De 1806 à 1815, ou si l'on préfère, de son ambassade parisienne à Waterloo, il a connu l'Europe de Napoléon, que ce dernier lui-même rêvait sous le nom de Fédération des États européens. Et enfin, en qualité de chancelier d'Autriche, il a connu l'Europe des traités, qu'il baptisera la Société des États. Alors chacun de ces thèmes est facile à caractériser dans la vie de Metternich par un ou deux mots. On peut dire qu'il a connu l'Europe des Lumières, qui est à la fois aristocratique et intellectuelle, l'Europe napoléonienne, révolutionnaire et militaire, et enfin l'Europe de 1815, pacifique et juridique. Metternich est comte de son état. Il est né le 15 mai 1773 à Coblence et il est mort le 11 juin 1859 à Vienne. Il est considéré comme un des plus grands diplomates et hommes d'État autrichiens. Comme l'a rappelé Gauthier en préalable, en préambule, Metternich consacra sa vie à vouloir maintenir en Europe la société d'Ancien Régime face au bouleversement qu'engendra la Révolution française et à concilier les intérêts de la position autrichienne avec cette notion assez intéressante, quoique controversée et souvent reprise aujourd'hui, l'équilibre des puissances. Pour rappel, pour ceux qui ne le savent pas, ou pour ceux qui ont besoin d'un petit rappel salutaire, les Metternich sont une maison noble originaire de Rhénanie. Cette famille a donné au clergé du Saint-Empire un certain nombre d'évêques et d'archevêques. La Rhénanie, pour précision, est une région de l'ouest de l'Allemagne qui doit son nom au Rhin. Elle regroupe des territoires principalement situés sur la rive gauche du Rhin. Aujourd'hui, deux Länder portent son nom, la Rhénanie du Nord, Westphalie, et la Rhénanie Palatinat. Donc Metternich est issu de la haute noblesse rhénane, et on peut dire, Gauthier, qu'il naît dans un cadre privilégié qui lui permet de faire des études intéressantes au cœur même de l'Europe. Oui, Franck, alors comme tu l'as dit, il est né en 1773, ce qui fait qu'il n'aurait pas pu, même s'il l'avait voulu, être révolutionnaire, bien sûr, mais même contre-révolutionnaire, parce qu'il était un petit peu jeune. Il ne reste pas moins témoin des premiers événements révolutionnaires, notamment un petit événement local sur lequel l'auteur, sur lequel il faudrait revenir d'ailleurs, Luigi Massili Miliorni, revient en page 13. C'est
les débuts de la Révolution française à Strasbourg, et notamment le sac de l'hôtel de ville à Strasbourg. Il y a des témoignages comme ça, pas de Metternich, mais d'un contemporain de Metternich, Arthur Young, un littérateur britannique. Bref, Metternich est témoin oculaire des premiers événements de la Révolution. Il se marie en 1795, c'est un mariage de convenance avec la famille Konitz, ce qui lui permet de s'élever au sein de l'aristocratie autrichienne, puisque c'est la famille à l'époque du chancelier d'Autriche. L'Autriche fait alors partie encore du Saint-Empire romain germanique, ensuite ce sera un État indépendant, et petit à petit, de cette manière, par ce mariage de raison, de convenance, Metternich progresse dans l'ascension, enfin il connaît une ascension sociale assez rapide. Il étudie, comme tu l'as dit Franck, le droit, et très tôt il se destine à une carrière de diplomate, ce qui fait qu'il est nommé ambassadeur d'Autriche à Berlin en 1803, ensuite envoyé à Saint-Pétersbourg. Saint-Pétersbourg, à l'époque, c'est la capitale russe, sur demande de Napoléon Ier, et il côtoie ce dernier, Franck, à partir de 1806. Il côtoie l'empereur durant 3 ans. Il estime d'ailleurs initialement que l'empereur peut être un allié de l'Autriche, parce que peut-être estime-t-il, après son sacre, il rétablit une sorte de principe monarchique qui avait été démantelé naturellement par la Révolution française, a fortiori l'épisode de la Terreur, mais Metternich se désillusionne assez rapidement sur la capacité de l'Empire et de l'empereur à incarner un régime et une figure stable. Et dès 1808, il adresse des rapports qui affirment que le pouvoir napoléonien est chancelant. Cela, l'Autriche en est consciente, puisque 1 an plus tard, elle déclare la guerre à la France, et les Autrichiens sont battus à Wagram le 8 octobre 1809. Oui, alors comme tu l'as dit, il se marie avec Marie-Éléonore von Konitz-Riedberg, et pour la petite histoire, cette personne est la petite-fille du comte de Konitz. Le comte de Konitz a été le puissant chancelier des 4 derniers souverains d'Autriche. Et clin d'œil de l'histoire, si je puis dire, c'est que le mariage de Metternich avec cette petite fille du comte de Konitz a eu lieu au château d'Austerlitz, où 10 ans plus tard, le 2 décembre, Napoléon remporte sûrement sa plus grande victoire. Donc ce qui est également intéressant de noter, c'est que Metternich, il fait ses études à Strasbourg, et là, il rencontre des personnalités qui vont marquer leur époque. On peut citer Benjamin Constant, le futur prince André Razumovsky, le général Tolstoï, le prince Tchernerif, et également le prince qui héritera de l'électorat de Bavière. Entre Napoléon et Metternich, Gauthier, on peut parler, c'est comme ça que l'auteur nous le présente, et je peux le recouper avec d'autres ouvrages que j'ai lus sur Napoléon Bonaparte. Avec Metternich et Napoléon, il y a une espèce de fascination-répulsion. Metternich voit bien que Napoléon est un esprit supérieur, mais très rapidement, comme tu l'as si bien dit, il se rend compte des faiblesses intrinsèques du régime napoléonien. Là où certains voient en Bonaparte l'homme du concordat, de la paix d'Amiens, de l'organisation politique de l'Italie, de la médiation suisse, voire même d'un essai de système fédératif allemand, lui, Metternich, ne voit Napoléon que comme un général de la Révolution, que comme un révolutionnaire, et il y a cette fameuse expression de Madame de Staël que Metternich reprendra dans ses courriers privés, Napoléon n'est qu'un Robespierre à cheval. Alors au cours de son ambassade à Paris, il y a 2 éléments importants qu'il faut rappeler, qui vont être assez révélateurs par la suite de l'histoire, notamment sur la pression psychologique que pourra mettre Metternich au moment où l'Empire va connaître ses premières difficultés. Donc lors de son ambassade à Paris, donc à partir de 1806, comme tu l'as dit, 2 faits importants, Metternich devient l'amant de la duchesse d'Abrantès. Donc la duchesse d'Abrantès, c'est l'épouse du général Junot, c'est un des plus vieux compagnons de Napoléon Bonaparte.
Donc c'est quand même assez révélateur. Mais surtout, Metternich deviendra également amant de Caroline Bonaparte, donc la propre sœur de Napoléon, qui à l'époque est reine consort de Naples. À l'époque, il entretient également des bonnes relations avec Talleyrand qui travaille déjà dans le dos de l'empereur à une situation alternative, et les deux se rejoignent, on va dire, dans leur morgue et dans leur fierté de leur origine aristocratique. Donc comme tu l'as dit, Gauthier, après 2 ans d'ambassade à Paris, il adresse très rapidement des messages à son empereur pour lui dire que, nonobstant la vision qu'a l'Europe de Napoléon d'un prince, d'un conquérant, d'un prince à cheval qui remporte victoire sur victoire, l'Empire est plutôt friable, malgré la défaite de Wagram, la victoire française de Wagram, la défaite du côté autrichien en 1809. Oui, effectivement. Alors, c'est pas la première défaite côté autrichien. Il y aura encore 5 années de combat entre, vous le savez, la France et les différentes coalitions qui associent la Russie, la Prusse et l'Autriche. Le livre, naturellement, nous donne un récit assez détaillé de ces événements, des guerres napoléoniennes. Il faut dire aussi, Franck, que l'auteur Migliorni est un spécialiste en réalité de l'époque napoléonienne, puisque c'est un contributeur de ce qui serait l'équivalent de la revue des études napoléoniennes en Italie, la Rivista Italiana di Studi Napoleonici. Il en est un contributeur. C'est aussi Migliorni, un bon connaisseur de la politique et de l'histoire italienne. Alors naturellement, l'Italie faisant partie du projet napoléonien, il a quelques connaissances assez pointues de cette époque. L'auteur rappelle que, à la suite d'une médiation qui a échoué à la veille de la campagne d'Allemagne en 1813, Metternich et l'empereur mettent 200 000 hommes au combat contre Napoléon au sein de cette nouvelle coalition qui est la 6e coalition. Et finalement, les Français sont vaincus en 1814. Alors à partir de là, il y a, vous savez, une restauration éphémère avec Louis XVIII et ensuite les 100 jours. Il faut rappeler, l'auteur le rappelle, que Louis XVIII, qui était donc le frère de Louis XVI, qui avait été guillotiné en 1793, Louis XVIII qui était en exil au Royaume-Uni, ne revient au pouvoir en France que parce qu'il y a eu proposition par le Royaume-Uni d'une restauration des Bourbons, sinon peut-être que ça n'aurait pas eu lieu, et cette restauration a été appuyée par Metternich et l'Autriche. Metternich qui prend un nouveau rôle en cette année 1815, qui est celui de l'homme du Congrès, l'une des principales figures du Congrès de Vienne en 1815. C'est un épisode historique important immédiatement postérieur à la chute de Napoléon, dont ce livre fait un chapitre central d'une 20aine de pages qui est tout simplement intitulé « Le Congrès ». Il n'y a pas besoin de préciser de quoi, puisque tout le monde sait de quoi ça parle. Alors, précisons que juste avant cette fameuse campagne d'Allemagne de 1813, qui fait suite justement à l'échec de Napoléon en Russie, Metternich se propose comme médiateur. Donc, dans un premier temps, il essaye Metternich de faire de la France en fait à la fois un allié autrichien, voire un vassal autrichien, parce que n'oublions pas qu'en 1809-1810, Napoléon va se marier justement avec une archiduchesse d'Autriche, Marie-Louise, et donc il faut savoir que l'héritier donc de Napoléon, l'enfant qui restera dans l'histoire comme l'Aiglon, ou plus exactement Napoléon II, a du sang autrichien. Et donc Metternich va se proposer comme modérateur, voire même comme médiateur, à la fois pour influer et influencer Napoléon. Et donc les deux se rencontrent. Il y a une scène très célèbre où Metternich et Napoléon se rencontrent, et Napoléon essaye de mettre la pression sur Metternich, mais Metternich le connaît très bien, de par les différentes informations de ses maîtresses, de ses informateurs. Napoléon s'énerve, ne veut faire aucune concession territoriale, et là Metternich conclut l'entretien avec une phrase qui est restée célèbre. Il la lance avec superbe, il lui dit « Sire, vous êtes perdu.
Je m'en doutais avant de venir ici, maintenant j'en suis sûr. Et donc Napoléon perd, comme tu l'as bien dit Gauthier, et ce qui est intéressant lors de ce congrès de Vienne, alors que l'Autriche a été la grande perdante de toutes les coalitions, elle est très peu présente elle est très peu présente lors de l'assaut final, si je puis dire, contre Napoléon. Tout le monde s'imaginait, Gauthier, au congrès de Vienne, que ce serait l'Angleterre, voire même la Russie, qui tirerait les marrons du feu ou qui tirerait les ficelles. Et non, c'est l'Autriche qui va vraiment s'imposer comme le fer de lance et comme le chef de file en fait des opérations. Apprécions également que Metternich ne fera pas l'erreur qu'ont fait certaines puissances politiques après la guerre de 14-18, c'est que Metternich, certes, va vouloir limiter l'influence française. Dans un premier temps, il voudra mettre le fils de Napoléon Ier sur le trône parce que c'est le petit-fils de l'empereur d'Autriche, mais devant le refus de ses alliés et futurs rivaux, si je puis dire, il va obtempérer pour la solution classique, si je puis dire, la solution des Bourbons. Mais là où Metternich est très fort, Gauthier, ce que j'ai beaucoup apprécié dans le livre, et l'auteur vraiment ne le martèle pas, mais il insiste là-dessus, Metternich va vraiment être l'élément modérateur, en ce sens que il va être un des principaux acteurs du congrès de Vienne, si ce n'est le principal. Il va être soucieux de rétablir l'influence autrichienne en Europe et principalement en Italie, mais surtout, il va modérer l'esprit de revanche des Prussiens, des Russes et notamment des Anglais. Alors pour autant que je sache, ce congrès de Vienne est aussi un bon indicateur de quelles sont les puissances en Europe et qui n'est pas puissant en Europe, parce que je crois que l'Espagne, par exemple, n'est pas représentée ou de manière très mineure, mais je crois même qu'elle ne participe pas à ce congrès. Au-delà du récit événementiel que livre Migliorni sur cet important congrès qu'est le congrès de Vienne, qui en quelque sorte redéfinit les équilibres politiques en Europe, il y a aussi tout un aspect anecdotique qui révèle au fond quel peut être le regard de Metternich vis-à-vis des Français, et tout cela révèle un petit peu les restes, en quelque sorte, de la superbe révolutionnaire des Français. Il y a notamment un extrait, page 42, qui m'a semblé assez significatif, Franck. C'est quand Metternich décrit les Français, les décrit péjorativement. Il voit dans ces hommes, dans les Français, des hommes avec, je cite, de gros pantalons bleus, une petite veste bleue ou de toutes couleurs, de vilains mouchoirs. Bref, ce sont des individus un petit peu bariolés, et Metternich estime que l'habit préjuge assez bien du tempérament politique des Français au final. Et puis il y a un jugement de Talleyrand, Talleyrand qui fait le procès d'un homme frivole, vague et faux. Ça, c'est un petit peu le point de vue inverse. C'est ce que pense le ministre des Affaires étrangères français de l'Autrichien. En parlant des affaires étrangères, il faut signaler une autre grande figure de ce congrès. C'est du côté de l'Angleterre, le Britannique Castlereagh, qui est l'un des hommes forts de ce congrès. L'Angleterre est très impliquée dans ce congrès, même si elle n'est pas encore tout à fait la puissance que l'on connaîtra ensuite. L'Angleterre victorienne, à partir des années 1830, elle reste tout de même, Franck, au lendemain de ces guerres napoléoniennes, l'une des principales puissances européennes. Bien sûr, et au niveau des citations et de la vision de Metternich sur les Français, en 1806, lorsqu'il voit Napoléon peut-être pas pour la première fois, mais dans une de ses premières rencontres avec Napoléon, voici le portrait qu'en dresse Metternich, et il est assez éloquent sur la vision que pouvait avoir le diplomate autrichien sur ce général corse, ce parvenu devenu empereur des Français et qui a réussi le coup magistral de se faire couronner par le pape. Je cite Metternich. « Il portait l'uniforme de l'infanterie de la garde et avait le chapeau sur la tête. Cette dernière circonstance me frappa, comme une prétention déplacée, et sentant le parvenu. Son attitude me parut annoncer de la gêne et même de l'embarras. Sa figure courte et carrée, une tenue négligée et néanmoins une recherche marquée à se rendre imposant, achevèrent d'affaiblir en moi le sentiment de grandeur que l'on attachait naturellement à l'idée de l'homme, Napoléon, qui faisait trembler le monde. »
Donc on peut dire que dès le départ, Metternich avait une vision très négative de l'empereur des Français. Alors oui, après ce congrès de Vienne, Metternich en fait se pose comme garant du respect de ce congrès de Vienne, qui va un peu, on va dire, stabiliser, du moins mettre un terme, on va dire, à cette fièvre ou cette émotion révolutionnaire. Oui, c'est à peu près 50 ans de stabilité, de paix politique qui s'en suivront, hein, puisque, mis à part quelques interventions en Espagne, dans lesquelles on retrouvera la France d'ailleurs, on y reviendra dans quelques minutes sans doute, il n'y a pas vraiment de guerre en Europe, même s'il y a quand même, si, il y a la Grèce aussi en 1830, il y a les Pays-Bas en 1830, mais enfin ce sont des petites opérations, jusqu'à la guerre austro-prussienne de 1866, la bataille de Sadova, et puis les conséquences implicites, hein, que sont la guerre franco-prussienne, et puis l'Italie qui profite de l'affaiblissement de la France pour s'unifier. Il n'y a pas vraiment de guerre en Europe, même si les Européens font la guerre, y compris en dehors de leurs frontières. Bon, il y a notamment les Français qui, sous Charles X, tentent de prendre pied en Algérie. Ça prend une quinzaine d'années, parce qu'il y a naturellement une résilience, il n'y a pas d'État algérien, enfin une résilience de tribus algériennes menées par Abdelkader. Et puis, il y a, vous savez, on était revenu là-dessus dans notre émission en décembre dernier sur Napoléon III, cette tentative piteuse, mais qui quand même a duré 3 ans, au cœur des années 1860, au Mexique. Dans le cœur du Mexique, oui. Mais globalement, il n'y a pas de guerre, il y a 50 ans, de stabilité. Alors juste pour revenir sur, oui, j'ai parlé de la guerre austro-prussienne, dans le mot, enfin, austro-prussienne, tout est dit dans le mot, c'est-à-dire qu'après, vous comprenez bien que l'Autriche, qui était une assez forte puissance, va faire la guerre à la Prusse, qui était une puissance assez mineure, à peu près 10 millions d'habitants lors du congrès de Vienne. Oui, mais ils sont 24 millions lorsque la Prusse vint à Sadova. Alors, comme on l'a dit, le congrès de Vienne réorganise l'Europe post-napoléonienne, et cette Europe post-napoléonienne se tient, disons le jeu de mots de manière un peu ironique, sous la présidence de Metternich. Donc celui-ci, en fait, a réussi à rallier à l'idée de Sainte-Alliance le tsar Alexandre Ier, donc, qui est l'empereur de Russie, mais Metternich se méfie en fait d'Alexandre Ier, qui est inspiré par un mysticisme à la fois, disons-le, orthodoxe, qui se voit Alexandre Ier comme le tombeur de Napoléon. Alexandre Ier considérait à tort ou à raison qu'il avait reçu une mission du ciel de faire rentrer la France révolutionnaire dans le rang. Or, après l'épopée napoléonienne, il va y avoir, Gauthier, en Europe, tout un mouvement d'Europe des nations, et Metternich, en fait, va apparaître comme le garant de l'ordre ancien rétabli. Il va être un peu ce briseur de grève avec un grand B, si je puis dire. Metternich va être le symbole d'un conservatisme, va être le symbole vraiment de l'ancien régime, rigide, austère, alors que dans les faits c'est un peu plus compliqué. Metternich partait du principe qu'il y avait, Metternich voulait 3 choses après l'Europe napoléonienne. Premièrement, c'était maintenir l'intégrité de l'Empire autrichien, voire même l'augmenter, maintenir un statu quo tout en justement, le point numéro 1, tout en augmentant le pouvoir de l'Autriche, ce qui peut apparaître contradictoire, mais si on comprend bien finement, diplomatiquement, ça peut se tenir et s'expliquer. Et surtout, 3e point, Metternich, quoi qu'on en pense, il y a des lettres de lui, alors il n'est pas du tout démocrate ou républicain, mais Metternich expliquait la monarchie de la manière suivante, même l'organisation de l'Europe de la manière suivante. Il expliquait que si on veut un ordre européen, on ne pourra pas le faire contre le peuple. Il faut avoir l'assentiment, malgré tout, des couches, disons-le, inférieures ou populaires. Donc Metternich, en fait, va être l'inventeur d'un système qui va apporter une certaine paix, voire une certaine stabilité à l'Europe, qui va permettre, entre autres, cette paix, cette stabilité, des réussites économiques, et également cette future... alors je ne dis pas que Metternich est responsable de la révolution industrielle, je dis juste qu'il a permis de mettre en place un système politique
et sociale, et que ce système politique et social a permis justement un cadre humain qui justement a donné naissance à cette fameuse Europe du 19e siècle, enfin, du moins dans sa deuxième partie. Oui, il me semble qu'au fond, Metternich, c'est un pragmatique parce que tu as cité, Franck, les débuts finalement de ce principe des nationalités, de cette émergence des nationalismes. Metternich en est bien conscient, même s'il combat cette dynamique contre laquelle il ne peut pas grand-chose, à telle enseigne qu'au printemps 1848, cette dynamique va le faire tomber et va faire tomber également l'Empire d'Autriche. Metternich est conscient toutefois qu'il existe des nationalités différenciées, possiblement conflictuelles au sein de cet empire autrichien qui au fond est un État multiethnique et multiculturel. Il en est bien conscient et il essaye de jouer comme ça en divisant pour régner, sans être totalement raide à l'égard des nationalités, puisque par exemple, eh bien, il prend soin de convoquer les diètes provinciales, qui sont l'équivalent des assemblées locales de cet empire autrichien. Il convoque les diètes, mais il n'hésite pas, et le cas échéant, à bloquer les réformes que proposent ces diètes quand celles-ci seraient jugées trop avancées. C'est ce qui se produit, notamment à partir de 1832, entre 1832 et 1836, vis-à-vis de la diète de Hongrie. Alors, il faut signaler que c'est aussi une époque un peu particulière parce que Metternich acquiert un très grand pouvoir à cette époque, un pouvoir personnel, pour une raison simple, c'est qu'il y a un changement d'empereur et que le nouvel empereur Ferdinand est quelqu'un d'un peu faible, c'est quelqu'un d'épileptique, donc naturellement Metternich prend une très grande influence, il arrive comme ça à bloquer un petit peu les velléités révolutionnaires, enfin les velléités d'indépendance vis-à-vis du pouvoir politique en Hongrie. Bon, ça ne durera pas puisque une dizaine d'années plus tard, ce sera, vous le savez, le printemps des peuples. Juste pour revenir quelques secondes sur ce principe des nationalités, pour faire un parallèle, enfin, le principe de nationalité et l'émergence des nationalismes en Europe, pour faire le parallèle avec ce qu'il en est au XXIe siècle. Vous savez que le nationalisme est une réalité tout à fait perçue tout à fait péjorativement, tout à fait négativement dans la sémantique politique. Il n'en était pas tout à fait la même, c'était pas tout à fait la même chose à l'époque, puisque les nationalismes, au fond, étaient perçus pour ce qu'ils étaient, c'est-à-dire, on l'a oublié, pas du tout un principe réactionnaire, mais un principe révolutionnaire, fils de la Révolution française et des Lumières. C'était une dynamique qui s'inscrivait plutôt naturellement à gauche de l'échiquier politique, et pas du tout à l'extrême droite comme on pourrait le penser. De toute manière, cette classification n'avait pas encore tout à fait son sens à l'époque. Et puis l'émergence de ces nationalismes, c'est au fond un principe progressiste, quasiment positiviste. Il s'inscrit dans une démarche qui croit à un certain sens de l'histoire. Une dialectique historique, oui, Dialectique historique, tout à fait. Ce qui donnera ensuite l'émergence notamment du marxisme. Mais surtout, il apparaît un petit peu partout en Europe, avec des figures comme Karageorges, avec les Carbonari en Italie, et puis aussi différentes choses en France. Il n'y a pas de nationalisme en France en 1830, en 1848, quand il y aura des révolutions. Mais on peut considérer que certains éléments de la Commune, et a fortiori à l'extrême fin du XIXe siècle, avec, on y était revenu, l'épisode boulangiste, où les ligues antisémites s'inscrivent dans cette émergence du principe de nationalité qui n'est pas strictement enchâssé dans l'extrême droite politique. Oui, alors comme tu l'as dit, lorsque l'empereur François Ier meurt en 1835, son fils Ferdinand monte sur le trône, tout le monde s'attend à un changement un peu de régime, mais comme tu l'as dit, Ferdinand est un monarque malade, même s'il avait montré certaines velléités de régner, mais il abandonne le pouvoir à Metternich, celui-ci devient tout puissant, il devient le gendarme de l'Europe. Or, chose importante, le petit François-Joseph, devenant l'héritier présomptif du trône autrichien, l'archiduchesse Sophie se rapproche du chancelier et Metternich, qui est déjà le gendarme de l'Europe, qui est déjà le principal ministre de ce grand empire autrichien, devient même l'éducateur en fait de l'héritier présomptif du royaume, enfin de l'empire autrichien, ce qui est quand même pas rien. Donc l'ordre metternichien, néologisme, dure jusqu'en mars 1848. Effectivement, cette Europe des nations, des nationalismes, le printemps des peuples, comme on l'a appelé,
D'ailleurs, c'est très intéressant récemment lorsqu'il y a eu au Maghreb des mouvements. On a parlé du printemps arabe, mais on aurait plutôt dû parler des printemps arabes. Mais c'est une autre question. Donc, le printemps des peuples émerge, des émeutes éclatent alors en Autriche. L'empereur Ferdinand Ier est réfugié en Bohême sur l'instigation de son épouse, l'impératrice douairière et l'archiduchesse Sophie. Et en fait, sous la pression à la fois populaire et de la cour qui ne supportait plus ce conservatisme metternichien, celui-ci est forcé à démissionner et il démissionne le 13 mars 1848. Lui, le grand Metternich, le vainqueur de Napoléon Ier, le président de cette Sainte Alliance, le gendarme de l'Europe, il doit fuir Gautier à 75 ans, son pays. Et on raconte, donc ça je l'ai lu dans différents livres, que celui-ci doit quitter Vienne caché dans une corbeille à linge. Donc il part en exil pour l'Angleterre jusqu'en 1849, puis à Bruxelles. Et enfin, après tout, le temps fait son œuvre. Son gouvernement lui permet de rentrer en Autriche, où il se tient à l'écart de la vie politique, se contentant de recevoir qui veut bien, et il meurt à Vienne 11 ans après avoir été chassé du pouvoir. Donc en fait, la mort de Metternich à 86 ans, elle précède de quelques mois la division des Alliés. Comme tu l'avais dit, Gauthier, il y avait des appétits en Europe. La politique russe en Pologne avait déjà entaillé le principe de la Sainte Alliance. Rappelons également en France l'avènement d'un Bonaparte, à savoir Napoléon III, et puis ce fameux principe des nationalités défendu entre autres par Napoléon III, qui va libérer, voire déchaîner les passions nationalistes et provoquer l'irrémédiable déclin de l'Empire des Habsbourg, alors qu'au moment même, la Russie et la Prusse, voire même l'Angleterre se renforcent, l'équilibre de la Sainte Alliance est définitivement rompu. Oui, alors ce qui est paradoxal, c'est que Ferdinand et Metternich étant renversés en 1848, l'Empire d'Autriche n'est pas pour autant renversé. Hein. C'est pas du tout comme en France où, exactement à la même époque, à quelques jours d'intervalle, le roi Louis-Philippe est renversé par la foule de Paris, et à Paris, depuis Paris, on établit la Deuxième République française. Et ensuite, il y a cette période d'instabilité que vous connaissez, enfin, de relative stabilité pendant 4 ans, mais il y a une succession de régimes, Second Empire, Troisième République. C'est le même schéma qu'au siècle précédent. Oui, exactement. Ce qui est assez intéressant. Alors qu'en Autriche, finalement, l'Empire survit, y compris sur le temps long, puisque, alors certes, l'Empire d'Autriche s'achève en 1867, mais il ne s'achève pas non plus pour devenir une république ou autre chose. Il s'achève parce que, bon, certes, il est vaincu militairement par la Prusse, il est dominé démographiquement par la Prusse depuis bien plus longtemps encore, mais il devient ensuite l'Empire austro-hongrois, ce qui est sans doute à terme une formule assez peu tenable, et on verra qu'il ne résistera pas d'ailleurs. Ça marque aussi, pardon de te couper Gauthier, oui. Mais ça marque aussi également une certaine faiblesse. À partir du moment où l'Empire d'Autriche n'est plus strictement autrichien, mais austro-hongrois, c'est un peu l'union des faibles pour essayer d'être un peu plus fort. Exactement. En sachant que la Hongrie, à l'époque, ne pèse pas grand-chose dans le concert des nations. Et puis ça complique un système institutionnel qui était assez faible, et un État qui était encore assez peu établi sur ses bases, parce que c'est aussi le principe de la double monarchie, avec une concurrence de langues, etc., des peuples différents qui naturellement coexistent dans un même espace. C'est, vous savez, toute la faiblesse en germe de la plupart des États impériaux, ce qu'a connu l'Union soviétique, ce qu'a connu aussi à sa manière l'Empire romain, qui progressivement s'est barbarisé, l'Empire austro-hongrois, enfin l'Empire d'Autriche et l'Empire austro-hongrois qui ont suivi entre 1806 et 1918, ont connu cela, même si c'est une forme étatique originale qui aura subsisté à peu près un siècle. Et c'est original de penser que l'Autriche puisse être une grande puissance. À l'époque, c'était une grande puissance. Maintenant, on se dirait l'Autriche, c'est tout à fait mineur, c'est tout à fait une puissance secondaire en Europe, et puis c'est plutôt un pays d'Europe centrale, c'est pas tout à fait un pays même à vocation européenne, a fortiori c'est pas un pays à vocation mondiale. À l'époque, l'Autriche était peut-être
dans les 4 puissances de tête en Europe, avec l'Angleterre, avec la France et puis la Prusse qui finalement dominera l'Autriche. Oui, on peut même rappeler et insister sur un point important, c'est le côté visionnaire de Metternich, où celui-ci, juste avant de mourir, il pressent en fait cette future guerre contre la Prusse, et en fait il exhorte son ancien protégé à ne pas faire la guerre contre la Prusse, parce qu'il voit bien que le rapport de force est carrément en train de s'inverser, mais surtout également il conjure à l'empereur François-Joseph de ne pas déclarer la guerre au royaume de Sardaigne, parce qu'il pressent que cette guerre, elle va permettre, en tout cas à défaut d'unification italienne, elle va donner l'idée aux différents peuples d'Italie, l'idée de se regrouper donc jusqu'au bout. Donc Metternich jusqu'au bout aura cette volonté de maintenir la puissance autrichienne, et même s'il est écarté du pouvoir, il scrute un peu les événements en Europe. Et ces 2 derniers conseils, lui, l'homme qui a combattu, encore une fois on insiste, Napoléon, était en fait un homme de paix. Il a imposé un système de paix à l'Europe, un système de paix qui a quand même duré de 1815 jusqu'à 1848, c'est quand même pas rien. Il y a très peu d'hommes dans l'histoire qui ont imposé une paix, Gautier, qui a duré autant de temps. Donc Metternich est vraiment l'homme de l'équilibre, l'homme non pas on va pas dire des concessions, mais c'est un homme qui est assez intelligent pour savoir reconnaître quand il faut agir et quand il faut être prudent. Metternich n'était pas du tout un 20 en guerre, c'était pas du tout un pleutre, on l'a bien vu lorsqu'il s'est opposé à Napoléon, mais à la veille de sa mort, il sent bien que l'Empire prend des mauvaises décisions, et effectivement l'avenir lui donnera raison, parce que l'Empire a pris 2 mauvaises décisions, la guerre face au royaume de Sardaigne qui a donné les prémices de l'unification italienne, et surtout cette guerre désastreuse pour l'Autriche contre le voisin, frère, ami, ennemi, allié, cousin, appelons comme on veut, comme la Prusse. Donc vraiment Metternich a vraiment eu cette vision d'homme d'État jusqu'au bout. Metternich est un réel visionnaire. Aujourd'hui, lorsqu'on lit le livre de Kissinger consacré à la diplomatie, Kissinger cite Metternich comme le plus grand comme le plus grand diplomate de l'ancien temps, et en deuxième il cite Talleyrand, un Français. Peut-être qu'on fera un jour une émission sur le vicomte de Périgord, ça vaut le coup. Donc voilà, Metternich, à la veille de sa mort, a conscience que l'Europe des nationalismes, que l'Europe des nations, que le printemps des peuples va bouleverser un équilibre, et ça, il ne peut l'admettre, parce que lui, il est un conservateur convaincu. Il y a une phrase célèbre que Metternich avait dit à l'un de ces journalistes qui l'interrogeait à la veille du printemps des peuples. Metternich a déclaré: le premier élément moral en moi, c'est l'immobilité. Oui, c'était un conservateur au sens premier du terme. Peut-être un des premiers conservateurs, d'ailleurs, à une époque où ce terme n'existait pas, où on ne parlait pas de droite. Enfin, c'est quelqu'un qui avait aussi une certaine prescience sur quel pouvait être l'équilibre des forces, y compris des années après sa mort, puisque tu as cité, Franck, ce conflit aggravé entre la Prusse et l'Autriche, c'était pas difficile de prévoir que la conflictualité allait devenir croissante, mais de là à ce qu'il y ait des guerres, c'était peut-être un petit peu périlleux. Eh bien, Metternich a fait cette prévision. Ce qui est intéressant dans le livre, c'est qu'on retrouve régulièrement cette analyse de l'auteur Migliorni sur cette fragmentation continue de l'espace allemand et autrichien, de ce monde germanique en constitution dont l'Autriche est l'un des acteurs. Par exemple, page 61, il y a ce jugement sur ce qu'était l'Allemagne selon Metternich. L'auteur rappelle, je cite, que l'Allemagne pour Metternich est une forme politique et juridique caractérisée par la coprésence de formes politiques différentes. C'est-à-dire que l'Allemagne n'est pas du tout l'État unitaire que peut être la France limitrophe, c'est pas du tout ça, c'est encore une fois l'héritière de ce Saint-Empire romain germanique
de ces États morcelés, minuscules, en rivalité politique, mais unis par le principe assez informel d'un empire. Oui, d'ailleurs, on peut même rappeler, Gauthier, lorsque Napoléon détruit le Saint-Empire romain germanique, à l'époque, il fait état de 320 ou 326 principautés. C'est ça. On imagine en Allemagne aujourd'hui 326 principautés. Donc c'est quand même une organisation politique très particulière qui tenait à la fois par la germanité, hein, aussi, si on peut dire, et également par cette idée d'un impérium romain qui serait passé aux Germains. Pour la petite histoire, rappelons que si l'Empire s'est appelé le Saint-Empire romain germanique ou le Saint-Empire de la nation germanique, c'est tout simplement pour la bonne raison, Gauthier. Petit éclairage historique qui nous renvoie à la fin de l'Empire romain, c'est que les dernières légions qui défendent l'Empire face aux barbares, ou présentées comme telles par les Romains, ce sont des légions composées à 90%, voire plus, d'éléments germains. Les dernières légions qui défendent l'Empire romain latin, si je puis dire, elles sont défendues par des Germains, d'où en fait la passation avec le Saint-Empire romain germanique. Donc effectivement, 326 principautés ou 323 lorsque Napoléon détruit ce Saint-Empire. Oui, c'est tout à fait vrai. Pour revenir sur Rome, ce processus de barbarisation, à telle enseigne qu'à un moment, Rome est si faible que le pouvoir revient à un général barbare qui est Ricimère, qui est un Suève. Ça montre quelle peut être la dégringolade d'un empire. Enfin, la dégringolade, c'est un petit peu téléologique comme propos, mais Dégénérescence, peut-être politique. Oui, une mutation qui ne va pas vers une unification, en tout cas, qui va vers une sorte d'éclatement, de polycentrisme aussi, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de centres de pouvoir et que ça ne peut pas concourir naturellement à l'unité d'un empire. C'est un peu ça, hélas, c'est comme ça le destin des empires. Les empires sont généralement assez mortels, tandis que les civilisations peuvent durer, y compris sans État, sous la forme de diaspora. Pour revenir brièvement à cette vision qu'avait Metternich de l'Allemagne, donc cette coprésence de formes politiques différentes, pour citer Migliorni. On aurait du mal effectivement à imaginer, Franck, les 320 États. Bon, moi j'avais 350 États en tête, mais c'est grosso modo cet étiage-là qu'on aurait du mal à imaginer dans un territoire qui, pour rappel, fait, pas strictement dans les limites de l'Allemagne actuelle, mais qui doit faire 400 000 ou 500 000 km² grand maximum. Il y avait pour autant ces 300 États. Il en reste quelque chose pour autant, je crois, c'est la structure urbaine de l'Allemagne actuelle, depuis le XXe siècle, c'est-à-dire que vous avez une série de grandes villes, de villes millionnaires qui sont plus ou moins à 1 million d'habitants, que ce soit Berlin, que ce soit Hambourg, que ce soit Cologne. Vous avez une série de grandes villes qui n'existent pas en France, puisque en France c'est, nous le savons, la macrocéphalie parisienne, enfin francilienne, c'est-à-dire que Paris à lui seul représente à peu près 1/35 de la population. C'est inenvisageable en Allemagne parce qu'il y a un réseau de grandes villes qui sont les filles de ce Saint-Empire romain germanique, lui-même composé de centaines de petits États, comme vous l'a expliqué Franck, et donc il était normal que certains de ces États se distinguent par de grandes métropoles, qui étaient des villes commerçantes. Vous savez, tout cela s'inscrivait notamment dans les circuits commerciaux de la Flandre ou de la Hanse. Il était normal qu'il y ait de très grandes villes déjà au Moyen-Âge qui ont subsisté durant l'époque moderne et qui donnent aujourd'hui ces grandes villes d'1 million d'habitants que nous n'avons pas en France parce que nous avons eu très tôt en France, Franck, sous la monarchie et confortée sous la République, une centralisation étatique. Très tôt nous avons eu un État, et c'est là naturellement autour de Paris qui a un petit peu asséché démographiquement le potentiel d'autres villes, que ce soit Lyon, Marseille ou Toulouse. Il reste quelque chose du Saint-Empire dans la structure urbaine de l'Allemagne. Oui, on parle souvent en géographie, je me rappelle en 4e, où il y avait un cours intitulé Paris et le désert français. Mais pour en revenir à ce que tu dis, et pour prolonger la discussion sur le Saint-Empire
romain germanique et de cette prégnance et de cette permanence. Ce qui est intéressant, c'est donc lorsque Napoléon va être le maître de l'Europe après Austerlitz et après Iéna, donc 1805, 2 décembre 1805 et 14 février 1806, lorsque Napoléon donc va détruire littéralement le Saint-Empire romain germanique, il va donner naissance, Gautier, à la Confédération du Rhin. Et donc il va essayer de regrouper donc les Allemagnes, non pas en une Allemagne, mais en plusieurs royaumes, au royaume de Westphalie que Jérôme, frère de Napoléon, va diriger avec un certain succès. Mais on voit bien en fait que ce modèle on va pas dire jacobin, mais on va dire plutôt ce modèle étatique, ne prend, malgré le dirigisme napoléonien, malgré le côté prométhéen de l'œuvre politique de Napoléon, malgré le volontarisme, oui, napoléonien qui est en lui, cette confédération du Rhin ne va pas résister aux éléments politiques et sociaux d'alors, et après la défaite de Napoléon, les choses vont rentrer un peu dans l'ordre et l'épisode de la Confédération du Rhin ne sera qu'une parenthèse dans la longue histoire de l'Allemagne ou des Allemagnes. Donc pour continuer en fait un peu sur la vision de Metternich sur l'homme et sur l'histoire, il y a une expression qu'il dit de l'Italie qui peut être considérée comme très méprisante ou pire tout simplement comme une réalité objective, politique. Replaçons dans le contexte. À l'époque, l'Italie est également divisée en principautés, républiques, et Metternich dira au sujet de l'Italie tout simplement, l'Italie n'est qu'une expression géographique. Donc ça veut bien dire que pour lui, l'Italie n'avait aucune prise sur la politique réelle. D'ailleurs, il dira la chose suivante, en Autriche, l'homme commence au baron. Donc on voit bien que Metternich est à la fois donc conservateur, mais il est également à la fois aristocratique et à la fois également élitiste. Faut vraiment comprendre Metternich comme un homme d'ordre. Il dit également, le mot liberté ne signifie pas pour moi un point de départ, mais un vrai point d'arrivée. Le point de départ est défini par le mot ordre. La liberté ne peut exister sans concept d'ordre. Et en fait, ce qui est intéressant, Gauthier, je ne sais pas ce que tu en penses, sans ouvrir un débat avec l'actualité politique, parce que ce n'est pas le propos de Fréquence Histoire, non, on se base vraiment sur l'histoire, mais le conservatisme en fait de Metternich est quand même assez différent du conservatisme français qui aurait plutôt tendance, me semble-t-il, à mettre la liberté en premier. Or, Metternich met plutôt l'ordre en premier. Et j'y vois une différence assez intéressante à creuser, peut-être si on fait un jour une émission sur l'histoire des idées politiques. C'est vrai que si on demandait en France à un homme de droite actuellement quelle est sa définition de la droite, je pense qu'il dirait, Franck, c'est le primat des libertés au pluriel sur l'égalité. Et si on demandait à un homme de gauche, il dirait non, c'est l'égalité réelle, l'égalité de tous. Et puis la liberté n'est pas forcément, c'est un idéal, mais c'est pas forcément un idéal prioritaire. Naturellement, il y a la devise de la République française qui, depuis 1792, avec le triptyque liberté, égalité, fraternité, essaye de faire une sorte de synthèse. Ce qui peut faire dire que la France n'est ni de droite ni de gauche. Mais effectivement, dans cet espace germanique, les choses sont un peu différentes. Alors c'est naturellement pas en fait la même mentalité que nous. C'est pas les mentalités latines. Ce sont des mentalités partagées par les Allemands, que partagent aussi implicitement les Britanniques, et puis que partagent aussi les Américains, c'est-à-dire l'exaltation alors pas l'exaltation de l'individu a posteriori, même si naturellement Metternich et les sociétés d'Ancien Régime ne connaissent pas l'individu, ils ne connaissent pas la nation aussi, du reste, ils ne connaissent que la monarchie et les principes héréditaires de la monarchie. Mais l'exaltation de l'individu, la mise en avant du principe de responsabilité individuelle, voilà, nous sommes de mondes différents et nous n'avons pas la même conception des droites, pas la même conception du conservatisme. Effectivement, le conservatisme d'un Metternich, assez pragmatique, ne fait pas autant cas que les Français de la question des libertés au pluriel. Alors Gauthier, petite question uchronique d'un de nos auditeurs. Si l'empereur n'avait pas lâché Metternich au moment du printemps des peuples, de cette révolution grandeur européenne, si je puis dire, est-ce que Metternich aurait pu endiguer le flot de ce réveil des nationalités ou des nationalismes ?
Bon, c'est difficile à dire, puis c'est, comme tu l'as dit, Franck, de l'Uchronie, c'est-à-dire de l'histoire alternative, ça n'est jamais arrivé, puis il est toujours difficile de juger. Personnellement, je pense pas, parce que c'était une dynamique historique, ça devait arriver, et puis c'est arrivé, et puis il y avait un contexte géopolitique qui commençait à se compliquer. L'Europe est encore le centre du monde, mais il y a de nouvelles puissances qui émergent. On a expliqué en gros durant l'émission que la Prusse était une puissance émergente. On n'a pas tellement parlé de la Russie, par exemple, qui essaye d'agir de son côté, qui agit de manière assez unilatérale, par exemple en Pologne, qui essaye aussi de se tailler une influence en Turquie. Voilà, il y a d'autres puissances qui émergent, qui commencent à essayer d'agir dans le jeu européen et mondial. Je ne suis pas certain que Metternich, qui déjà était un homme assez âgé, qui était un septuagénaire lors du Printemps des Peuples, puisque tu as dit qu'il était mort à 86 ans en 1859, je vois pas trop comment il aurait pu, même avec un empereur un peu plus ferme, endiguer ce principe de nationalité qui devait arriver dès lors qu'il y avait, même avec la censure de la presse par exemple, on n'y est pas revenu, mais il faudrait sans doute revenir dessus. Même s'il y avait de la censure, il y avait une diffusion quand même des idées qu'on peut qualifier d'idées nouvelles. Quand je dis qu'il y avait censure, je fais référence en fait, par exemple, au décret de Karlsbad en 1819, à l'initiative de Metternich, qui restreignent le droit de la presse germanique, qui contrôle les universités qui naturellement étaient le foyer de ces idées nouvelles, pas tellement dire républicaines, on dirait ça en France, mais des idées libérales. Même si Metternich contraint la liberté d'expression dans les années 1820, ça n'empêche pas que ces idées font contre-société en quelque sorte. Ça n'aurait probablement pas empêché, Franck, le Printemps des Peuples, qui au demeurant a lieu au même moment en France. Donc naturellement, Metternich n'aurait eu aucune prise sur les événements français de 1848. Alors, autre question, un des auditeurs nous explique que les conservateurs en France, même à l'époque de la Restauration, s'appuient beaucoup sur la religion. Quels étaient les sentiments, Gauthier, de Metternich envers la religion ou les religions ? Je dois dire que je sais pas que je l'ignore, mais j'ai assez peu d'éléments là-dessus. Je suppose qu'il devait peut-être avoir un rapport assez utilitaire à la religion, mais je dis ça sans certitude. Ceci étant, pour rebondir, sans répondre à ta question, tu répondras mieux que moi, mais pour rebondir sur ton analyse tout à fait juste de ce qu'était l'importance de la religion pour les conservateurs français de l'époque, c'est que les conservateurs français de l'époque, en tout cas de la séquence historique 1830-1848, ce sont les légitimistes, ce sont les ultras de la monarchie, ceux qui n'acceptent pas qu'il y ait évolution vers un régime constitutionnel, a fortiori parlementaire. Ce seront un personnel politique que l'on retrouvera ensuite dans le rang ce qu'on appellera les chevaux légers à la Chambre des députés, ceux qui siégeront littéralement à l'extrême droite de la Chambre, qui seront des légitimistes cléricaux, qui seront favorables non seulement à une restauration monarchique, et le comte de Chambord fera l'affaire pour eux, mais aussi une restauration d'un certain ordre social qui s'était effondré avec la Révolution. Alors je ne sais pas quel était le rapport de Metternich vis-à-vis de la foi catholique. On n'a pas dit d'ailleurs que la Prusse était une puissance protestante, donc il y avait aussi un jeu de religion, confrontation des foi, mais je suppose qu'il avait un rapport assez utilitaire. Ah oui, il avait un rapport tout à fait utilitaire, comme Napoléon. Napoléon disait, en fait, pour justifier la religion, que dans une société, il fallait qu'il y ait des pauvres et des riches, et que le pauvre ne devait pas se rebeller contre l'ordre établi, parce que le partage se ferait autrement une fois dans l'autre monde. Alors Metternich n'a pas dit ça, mais bien évidemment, Metternich était un catholique, mais il n'était pas du tout zélé ou mystique. N'oublions pas que Metternich a fait ses études à Strasbourg, où il a fréquenté de près ou de loin la philosophie des Lumières. Donc Metternich était réellement un rationaliste dans son époque, et surtout c'était un aristocrate cosmopolite. Cosmopolite au sens de un aristocrate est partout chez lui en compagnie d'autres aristocrates. Et n'oublions pas, comme tu l'as dit Gauthier, contrairement au royaume de France, où il déjà était diplomate, c'est que l'empire autrichien règne sur plusieurs nationalités
et plusieurs religions. Donc il y avait à la fois un côté chez lui cosmopolite de par son métier, on va dire, de diplomate, et également par la nature même du régime qu'il servait. La religion était pour lui une affaire de convenance, hein, disons-le clairement, et en vérité, il avait une profonde admiration pour Joseph II, donc le précédent empereur d'Autriche, qui avait mis en fait le catholicisme au pas, avec ce qu'on a appelé le joséphisme, qui est un mouvement, oui, plutôt d'inspiration donc maçonnique, donc chrétien par conviction, pour résumer, pas du tout zélé, pas du tout mystique, mais n'oublions pas son rationalisme, non pas athée, mais un rationalisme chrétien, si je puis dire, et n'oublions pas son cosmopolitisme lié à son statut de diplomate et et aux caractéristiques fondamentales de l'empire autrichien, qui comportait également non seulement des ethnies différentes, mais des langues différentes, des peuples différents, et également des religions différentes. Oui, je crois que sur cette question, c'était essentiellement un pragmatique, comme Napoléon, Napoléon pour sa part était plutôt déiste. Voilà, il n'avait pas il voyait qu'il y avait une utilité sociale à ce qu'il y ait une religion pour donner une transcendance au peuple de France, mais il n'en faisait pas quelque chose d'extrêmement important. La religion pour un Napoléon, et sans doute pour un Metternich, était un outil politique avant tout. Alors, autre question, ce qui fait suite à la religion catholique, et comme on a parlé du joséphisme, quels étaient les rapports, ou quel est le rapport entre Metternich et la franc-maçonnerie? Là aussi, j'avoue mon ignorance, Ouais. tu vas donc... Alors là aussi, il y a très peu, il y a très peu d'éléments. On sait qu'il y a il y a un livre qui s'intitule, je retrouve le titre, La République universelle des francs-maçons, de Newton à Metternich. Donc certains disent qu'il était maçon, d'autres disent que non. Il y a des écrits à l'époque qui expliquent que le projet de paix universelle de l'Europe, ne serait-ce que le nom de Sainte Alliance, était d'inspiration maçonnique. On sait en tout cas qu'au congrès de Vienne, Miglery n'en parle pas dans ce livre, mais je l'ai lu dans un autre livre. On sait qu'au congrès de Vienne, Metternich a tempêté, a tonné contre la franc-maçonnerie universelle. Alors est-ce que c'était un mouvement maçonnique hostile à celui auquel il appartenait, ou est-ce que c'était une maçonnerie qu'il rejetait de fond en comble? C'est un sujet à creuser. Miglorini n'en parle pas. Ceci étant, il est vrai que en 1815, je crois qu'il propose au Congrès de Vienne la suppression ce qui peut paraître un peu absurde, excessif, la suppression de la franc-maçonnerie. Ouais, la franc-maçonnerie universelle. La franc-maçonnerie universelle. Mais alors, voilà, c'est particulier. Écoute, Gauthier, pour l'instant, il n'y a plus d'autres questions. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur Metternich? Oui, on peut également rappeler que c'était un homme, c'était un homme de lettres. Comme beaucoup d'hommes politiques de l'époque, il était féru d'antiquité, des arts libéraux. Il était polyglotte, il parlait très bien le français. Il avait fait ses études à Strasbourg. On peut également préciser que Metternich aimait dans une certaine mesure l'art, et on parle également d'un homme qui n'était pas, là aussi encore une fois, ça dénote avec l'image de l'aristocrate d'ancien régime. Metternich n'était pas quelqu'un, Gauthier, dans le gouvernement de ses affaires, quelqu'un d'ultra dépensier. N'oublions pas que les archiducs et les archiduchesses, Dominique Vénère en parle très très bien dans son livre Le siècle de XIV, les archiducs et les archiduchesses d'Autriche étaient élevés à la dure. Alors ils n'étaient pas élevés à la spartiate, mais étaient élevés vraiment, non pas dans de la soie et des gants blancs et des cuillères d'or. Metternich, il avait un peu cette exigence vraiment de porter l'homme à sa perfection, si je puis dire, donc un espèce de contrôle, et contrairement à un Talleyrand qui était ultra dépensier et qui finira avec des dettes monstres, Metternich avait un rapport à l'argent plutôt simple, un peu comme la religion, Gauthier, un rapport très utilitaire à l'argent, un moyen plutôt qu'une fin. Oui, c'est un peu la rigueur germanique avant l'heure, appliquée aux affaires publiques. Naturellement, habituellement, c'est attaché au protestantisme, naturellement, ça ne concerne pas Metternich, mais il y a dans les pays germaniques une habitude
dans les ministères, de ne pas dépenser, de ne pas être dans l'appareil, etc. Pour revenir et conclure sur le livre en tant qu'objet historique, physique, vous ne le voyez pas naturellement, c'est une assez grosse biographie, hein, c'est une somme de 400 pages environ, éditée aux éditions du CNRS, donc quelque chose de tout à fait sérieux. La couverture que vous voyez, c'est une peinture d'un contemporain de Metternich, qui est un Autrichien, Joseph Dannhauser, qui est un célèbre peintre. Voilà, c'est un livre alors, qui est, on l'a expliqué en introduction, rédigé par un Italien, ce qui fait sans doute, Franck, qu'il y a sans doute un petit tropisme voilà, italianisant. On parle énormément de l'Italie, on en parle avec un certain lyrisme, une certaine mélancolie parfois. La lecture est parfois un peu complexe, notamment dans les premiers chapitres, ceux qui sont avant la partie sur le congrès qui est assez limpide, parce qu'il faut aussi expliquer naturellement tout l'agencement de ces petits états, ce qui fait que c'est assez dur à comprendre, les jeux matrimoniaux, les jeux familiaux, etc. Et puis il y a beaucoup de paragraphes sur l'Italie. Il y a aussi une sorte de portrait, avant même la biographie, il y a une sorte de portrait de l'univers physique dans lequel évolue Metternich, cet univers mosellan, un petit peu symboliquement entre la latinité et la germanité, puisque c'est vraiment sur une terre de frontières. Ça fait que c'est un livre qui n'est pas simplement qu'une biographie aride comme ça, qui ne s'intéresserait que de la vie de Metternich, de sa naissance à sa mort, c'est aussi le récit, Franck, d'une époque. Tout à fait. Metternich, conservateur, homme d'ordre, prince de la Sainte Alliance. Voilà, nous avons fait le tour du personnage en espérant vous avoir donné envie de creuser sur cette figure éminemment historique et surtout éminemment politique, et sur une période vraiment très intéressante et à la fois méconnue un peu en France, parce que les années 1815-1848, oui, disons-le clairement, sont peu étudiées, alors qu'elles sont très intéressantes et très révélatrices. Donc merci de nous avoir suivis pour cette plongée dans l'univers autrichien, metternichien, pour reprendre ce néologisme. Et Gauthier, je te laisse le plaisir et le loisir d'annoncer notre prochaine émission, qui celle-ci sera pré-enregistrée comme d'habitude. Oui, effectivement, une émission préenregistrée qui sera diffusée le 20 juin prochain. Pourquoi le 20 juin ? Parce que dans le cadre, vous le savez, de ces émissions dates clés, nous reviendrons sur la date du 20 juin 451. Que s'est-il passé ce jour-là ? Eh bien, c'était la bataille des champs cataloniques, Campus Moriacus, comme on dit en latin. On ne sait pas trop où ça s'est passé, peut-être vers Châlons, vers Troyes. On n'en est pas trop certain, on discutera d'ailleurs de l'endroit. En tout cas, c'est une bataille fondamentale entre l'Empire romain, l'Empire tardif, ce qu'il reste de l'Empire romain autour d'un général charismatique, Aetius, et puis naturellement le chef des Huns, cette tribu un petit peu étonnante qui va conquérir une grande partie de l'Europe. Le chef des Huns, naturellement, c'est Attila. Nous reviendrons donc sur cette bataille opposant Aetius à Attila. La bataille des champs cataloniques, le 20 juin 451, nous y reviendrons donc le 20 juin prochain, Franck. Très bien, merci beaucoup. Donc le 20 juin, l'émission sera diffusée sur Fréquence Histoire, sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook. N'hésitez pas à liker nos émissions, à nous envoyer des messages d'encouragement, même de critiques positives, parce qu'on est toujours là pour s'améliorer. On vous remercie de votre fidélité et de votre soutien, et nous vous disons au 20 juin. Voilà, au 20 juin, ce sera mercredi 20 juin pour les champs cataloniques. Bonne soirée à toutes et à tous. Bonne soirée, Franck. Merci Gauthier, bonne soirée à toutes et à tous.